Retour donc sur le plateau avec les mêmes invités, Taf Bikoro, Dominique Yamtimba, Samuel Djenedor Youmbi et André Christel Fanga pour cette fois-ci parler de la République centrafricaine. On parle bien sûr des pressions mises par Paris sur Bangui pour que les mercenaires arrêtés il y a des mois de ce côté-là soient relâchés. Eh bien, Dominique Yamtimba, on va un peu rappeler les différents événements qui se sont produits. On a le plus marquant, c'est bien sûr l'arrestation de Juan Rémy Quignolo, ce mercenaire qui vivait en face de la résidence privée du chef de l'État, qui avait été arrêté, avait un important arsenal militaire chez lui. On a parlé une fois de plus, après cet événement, du contingent de la MINUSCA, le fameux contingent qui s'est rapproché de la résidence du chef d'État. Après celui-là, c'était au tour d'autres mercenaires arrêtés qui étaient postés aux abords de l'aéroport Bangui Mpoko, alors que le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, revenait. La question centrale, elle est là, Dominique Yamtimba. Comment comprendre donc la pression de Paris pour que ces derniers soient en quelque sorte extradés? L'un des principes de la diplomatie française en Afrique subsaharienne, en tout cas en Afrique, dans les pays où on parle le français, c'est de s'assurer qu'aucun Français ne soit jugé par les juridictions africaines. Cela les met, garde l'image du Français qui est au-dessus de l'Africain, et il ne peut donc pas être jugé par lui. C'est une attitude profondément raciste et particulièrement redoutable dans le cadre de la lutte psychologique de la guerre psychologique qui est menée contre les Africains au quotidien. C'est pour cette raison que vous constaterez que quels que soient les problèmes que les Français blancs ont en Afrique, dans les pays où on parle le français, vous ne les verrez jamais dans un tribunal. On s'assure de les extrader rapidement, on s'assure de les exfiltrer, pas extrader, on s'assure de les exfiltrer le plus discrètement, le plus rapidement possible, et ils ne sont jamais devant des juges. L'image du juge auquel on donne des explications, l'image du magistrat à qui on répond, qui pose les questions et à qui on répond, est une image, si vous voulez, pour les Européens ou pour les Français spécifiquement en Afrique, c'est une image de défaite, c'est une image de supériorité des Africains sur les Blancs qu'ils ne veulent pas accepter. C'est une attitude profondément raciste qui est enracinée et qui existe depuis toujours et qu'on tente de pérenniser. Vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad. Vous avez vu au Cameroun quand il y a eu un certain nombre de problèmes qui auraient dû conduire un certain nombre de Français devant les juridictions, de Français blancs devant les juridictions camerounaises. Ça n'a pas été fait. Ils ont été exfiltrés discrètement. C'est ça l'une des raisons pour lesquelles ces pressions-là sont mises. Mais de l'autre côté, c'est dans le cadre de la gestion géopolitique de ces pays-là, de la gestion diplomatique et puis de la gestion stratégique de ces pays-là. Effectivement, il faut créer à chaque fois quelque chose de nouveau. C'est du harcèlement, hein, c'est du harcèlement psychologique. En matière de gestion de relations internationales, quand on est en situation de conflit, on crée du harcèlement psychologique permanent. Ça veut dire qu'à chaque fois, le pays A crée une nouvelle affaire chaque jour, suscite une nouvelle question chaque jour, attire l'attention sur un nouveau fait chaque jour. La question n'est pas de savoir que ce soit pertinent ou pas, que ce soit avéré ou pas, que ce soit important ou pas. Il faut créer un fait. C'est pas ça la question. Il faut créer un fait qui emporte ou qui suscite une position politique, une position ouverte des autorités ou qui attire l'attention des autorités, et par ce fait-là, ça permet de les distraire en fait de l'essentiel. Et en les distrayant de l'essentiel, vous conservez ce qu'on appelle l'initiative diplomatique, l'initiative politique. C'est en fait ça, c'est de cela qu'il s'agit. Et vous allez donc voir que on passe du Bitcoin, où on a instrumentalisé la BEAC pour qu'elle fasse ce qu'elle a à faire, et le FMI, et puis tout de suite, on crée dans la foulée, il y a la question des mercenaires qui est posée. Tout cela, c'est harcèlement. Il ne faut pas que l'État centrafricain ait le temps de travailler, de se concentrer sur les questions essentielles. Mais ceux qui dirigent la Centrafrique sont des gens brillants, et je pense qu'ils savent contenir ce genre de situation dans les coins
où cela doit être contenu et les institutions spécialisées s'en occupent sans que cela vienne perturber le centre du pouvoir de décision. Donc, c'est cela qu'il faut comprendre et c'est en même temps une manière de prouver que la France garde la main en Centrafrique, dont les Russes n'ont pas totalement pris leur place, sans que je ne comprenne d'ailleurs qui leur a dit que les Russes venaient prendre leur place. Les Russes ne prennent la place de personne, ils s'en foutent à la limite. Et ils sont là pour quelque chose, invités par les Centrafricains pour une mission précise. Pour un objectif précis. Voilà. Donc, la France doit s'assurer qu'elle garde la main. Et garder la main en Centrafrique veut dire être sûr à chaque fois, sur la base de réactions qui seront observées, de mieux comprendre dans quelle direction le pays est mené par le président de la République et le gouvernement. En fait, c'est ça l'idée. Et ces éléments de gestion des conflits et de gestion géopolitique et diplomatique sont extrêmement importants dans l'analyse des relations que nous avons avec la France en particulier, l'eurozone également, mais de manière générale avec l'ethnie européenne. Quand je parle de l'ethnie européenne, je parle de... Vous savez, les Européens sont partis de leur foyer, qui est l'Europe, essentiellement l'Europe occidentale et centrale, et c'est eux qui constituent les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les pays qui ont un fort peuplement européen. Or, ces gens-là, c'est l'ethnie européenne. Vous voyez d'ailleurs leur comportement grégaire. Chaque fois que l'un des pays est attaqué, et en ce moment, le contexte s'y prête, vous voyez comment ils réagissent exactement comme une ethnie. Donc, l'ethnie européenne, de manière générale, doit s'assurer qu'aucun autre gouvernement sur la planète n'est tranquille, n'est concentré sur des préoccupations endogènes, sur des préoccupations dont il aurait, je parle des gouvernements, dont ces gouvernements-là auraient l'initiative. Il faut que les gouvernements des autres pays soient en train de travailler, d'accorder du temps, des ressources humaines et financières, plutôt à leurs préoccupations. C'est-à-dire que c'est eux qui disent, on a telle chose qu'on a, c'est eux qui définissent finalement l'agenda. Et tant que quelqu'un définit votre agenda, vous êtes sous son contrôle. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez que de manière générale, observez la presse, observez les ambassades européennes, françaises, européennes en Afrique, particulièrement dans les pays où on parle le français, vous constaterez que chaque jour il y a un nouveau problème. Chaque jour il y a une nouvelle question qui est soulevée. Chaque jour il y a un fait dont on discute, qui ne concerne pas du tout les populations directement, mais c'est du harcèlement psychologique. Et ce harcèlement psychologique focalise l'attention, l'énergie, les ressources des États sur des questions qui ne sont pas prioritaires, qui ne relèvent pas des attentes fondamentales des peuples. Et du coup, cette façon de les distraire permet très facilement de pouvoir donc maintenir en place un système qui est par exemple le franc CFA, qui est par exemple l'OADA, qui est par exemple tous ces éléments-là, leur participation à la francophonie, des inepties comme la journée internationale des femmes, des choses comme ça. Et donc, au bout du compte, vous avez, nos États se retrouvent non pas totalement engagés, impliqués, concentrés sur la résolution des problèmes de leur pays, mais plutôt amenés à s'occuper de choses qui les divertissent. Voilà pourquoi je crois que la Centrafrique, le président centrafricain ne donne pas de suite à cette demande-là. Parce qu'il est quand même un homme dont l'attitude, clairement, depuis qu'il est Premier ministre, montre que c'est quelqu'un de très concentré sur les attentes de son peuple, sur la manière possible qu'il peut trouver d'apporter des solutions à la satisfaction des besoins de son peuple. C'est pour cette raison que vous avez... c'est comme ça qu'il faut comprendre cette pression, puisque c'est la question que vous me posez. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette pression en tenant compte de ces 4 éléments que j'ai énumérés et qui relèvent de la guerre psychologique, qui relèvent, si vous voulez, du harcèlement géopolitique et diplomatique qui sont mis en place pour s'assurer qu'un pays est distrait de façon systématique et ne peut pas se concentrer sur les attentes fondamentales de son peuple, mais consacre l'essentiel ou une partie importante de ses ressources, de son temps, de son énergie à résoudre ou à répondre à des problèmes qui n'ont finalement en fait aucun intérêt stratégique, aucun intérêt historique pour son peuple. Parce qu'en fait, ces mercenaires ou ce mercenaire-là, pour le Centrafricain qui vit à boire ou, je sais pas moi,
je ne sais pas dans quelle ville de Centrafrique, ça n'a aucun intérêt. Par contre, il y a des routes qu'il faut créer, il faut ouvrir des mines, il faut lancer des usines, ouvrir des écoles, etc. Il faut acheminer la nourriture. Acheminer, c'est ça qui est important pour les Centrafricains. Mais le gouvernement va se retrouver embarqué dans des histoires comme celle de ce mercenaire, alors qu'il y a une justice, alors qu'il y a un système judiciaire qui existe. Donc, il va suivre la procédure sera suivie. Et si jamais il est innocent, eh ben, si les faits ne sont pas établis, ben, il sera libéré. Ça, il n'y a pas de problème. Mais s'il ne l'est pas, évidemment, il sera tout aussi condamné normalement et il devra aller en prison comme tout le monde. Parce que tous ceux qui sont sur le territoire centrafricain sont sous le coup des lois centrafricaines. Merci à vous, Dominique Yamtimba. On rappelle que du côté de Bangui, le tribunal criminel spécial a d'ailleurs ouvert ses portes pour régler des affaires telles que celle-là. Mais André Christelle Fanga, on parlait du rapport, Yamtimba l'a évoqué également, le rapport que généralement la France a avec les pays africains, cette sorte de condescendance dont on parlait il y a quelques instants. On a encore en mémoire un chef d'État français, pour parler de l'affaire qui avait fait grand bruit au Tchad, l'affaire de l'Arche de Zoé, un chef d'État français de l'époque, Nicolas Sarkozy, dire quoi qu'ils aient fait, j'irai les chercher du côté du Tchad. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore possible de telles opérations? Alors, c'est encore possible dans les pays où il y a encore les sous-préfets français installés dans les pays. C'est encore possible quand vous avez des gens qui ne prennent que des ordres sur Paris. La preuve en est, le Niger est en train d'accepter que la France se retrouve dans son territoire. Ils ont accepté déjà, les députés ont validé. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Le Niger a accepté que l'armée française chassée du Mali puisse s'installer, se redéploie du côté du Niger. Donc, une base arrière. Donc, quand vous avez des chefs d'État comme ça au pouvoir, ce n'est que normal que Nicolas Sarkozy puisse bomber le torse, n'est-ce pas, à un moment donné. Mais vous savez que l'affaire de l'Arche de Zoé, pour vous rappeler un peu, pour comprendre la psychologie française et le comportement des Français, le maréchal du Tchad avait refusé. Il devait être jugé au Tchad. Effectivement. Mais on a fait éclater une rébellion qui était aux portes de N'Djamena. Quand je parle aux portes de N'Djamena, c'est comme si c'était à l'entrée de la ville. Mais aux portes du palais présidentiel. Cette rébellion était aux portes du palais présidentiel. Et l'Élysée avait au téléphone le maréchal du Tchad. Tu libères ou tu ne libères pas. Tu libères ou tu ne libères pas. Quand il a dit, ok, on va les libérer. Comme par magie, la rébellion a éclaté. Comme par magie, la rébellion a disparu. Ça a disparu de N'Djamena. Voilà le comportement de la France. Donc quand on vient parler des histoires de Français, écoutez, tout ça c'est l'art de la distraction. Parce que nous savons que la même Centrafrique, il y a une opération qu'ils avaient appelée opération Sangaris, des militaires français. Leur sport favori, c'était de violer les petits garçons et les petites filles. Je dis bien le sport français des soldats français de l'opération Sangaris en RCA, au lieu de combattre les rebelles, au lieu de tuer les rebelles, c'était de tuer l'avenir de la Centrafrique. Parce que quand vous tuez les enfants, vous bousillez leur derrière et c'est pour qu'il n'y ait plus d'avenir. On va rester quand même pudique, André Christelle Fanga. Et ça, ce n'est pas la réalité. On les a arrêtés. Une plainte a été déposée à Paris, au niveau de la Centrafrique. Mais la France a dit que non. Ils ne peuvent pas être jugés là-bas, ces militaires. On les a amenés en France. On a dit, ok, c'est en France qu'on va les juger. Et vous savez ce que le tribunal français a dit? Non-lieu. On a prononcé un non-lieu. Prononciation non-lieu. C'est-à-dire, je ne connais pas les termes juridiques. Je ne sais pas s'il y a les juristes ici, quand on dit non-lieu, ce que ça veut dire. Ça veut dire que les faits ne sont pas établis. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Donc les enfants qui se plaignent du colon du dos là aujourd'hui là, qui n'ont plus possibilité de s'asseoir bien à cause des soldats français, rien ne s'est passé. On met ça en perte et profit. Voilà le comportement de la France. Voilà la France. La même France met son mercenaire. Vous savez que ce mercenaire n'était pas seulement armé avec les armes, les kalachnikov et tout le reste que vous avez. Il était aussi armé de Viagra. Effectivement. Il a quand même mis le condom. Il était armé de Viagra. Voilà le comportement des Français. Donc,
Un mercenaire, il n'a pas seulement les armes pour tuer, il a aussi les armes. C'est terrible. Hein? Et maintenant, on veut qu'on le libère. La France met la pression, il faut que non. On le libère parce que vraiment, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Quelqu'un qui a les jumelles, les lunettes, qui peuvent regarder même la nuit comme si c'était le jour, en face du palais, de la résidence, du chef de l'État. Mais c'est sérieux. Plus grave. Vous avez, soi-disant, les militaires de la MINUS, c'était la MINUSMA. La MINUSCA, en République centrafricaine. La MINUSCA. Le chef de l'État doit rentrer d'un voyage. Il va atterrir à 17h. Mais vous êtes là à 16h45 encore dans le périmètre de sécurité présidentielle. Et quand on vient vous demander, vous faites quoi là? Il dit non, vous êtes venu accompagner le général français qui... Et il avait décollé depuis peut-être 15 heures. L'avion de ce général avait décollé depuis 15 heures. Mais vous êtes là jusqu'à 16h45, sachant que le chef de l'État centrafricain va atterrir à 17h. Et dans le périmètre de sécurité. Et armé jusqu'aux dents. Avec un véhicule immatriculé comme celui du chef de l'État. Le véhicule du chef de l'État était identique à celui de ces commandos-là. Et quand la sécurité du président vient vous interroger, vous demande, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Vous refusez d'obtempérer. Et plus grave, François, ils avaient les badges avec des noms russes. Effectivement. Ils avaient des badges avec des noms russes. Pourquoi on dit que c'est la Russie? C'est la Russie, c'est les Russes. Et c'est ce qu'on a voulu faire croire au monde entier que non, c'est les Russes. Alors qu'en réalité, c'était les Français. Voilà le comportement de la France. Donc quand nous parlons de ce pays-là, c'est là de la distraction. Comment? Vous savez qu'aujourd'hui, la Centrafrique a opté pour son développement d'adopter la crypto-monnaie. Plus grave, vous savez que le franc CFA arrive à son terme depuis 2 ans aujourd'hui. Et on a confié à la B2AC, à la BEAC et à la CEMAC de revoir, de faire les études. Jusqu'à présent, les études là ne sont pas encore à l'ordre du jour. Depuis 2 ans. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Va-t-on avoir les résultats de ces études? On ne sait pas, on pose juste des questions. Pour dire que là de la distraction, quand vous apportez, c'est pour ça que Yamtiba, docteur Yamtiba nous parlait tout à l'heure, que mais on va vous apporter des faux problèmes, des fausses discussions, on va nous amener de faux débats, il faut débattre sur ça. Mais est-ce qu'on a mis sur la table, bon, ça fait 2 ans que le franc CFA est terminé, n'est-ce pas? Vous avez dit qu'on fait la réforme. La zone CEMAC a dit, ok, on réfléchit. On confie cette mission de réflexion à la BEAC et à la CEMAC. La CEMAC et la BEAC, où sont les résultats aujourd'hui, 2 ans après? Donc pour qu'on fasse la refonte du franc CFA, il faut 2 ans. Mais on vient nous distraire avec le débat que non. Comment comprendre la pression de Paris pour qu'on libère les mercenaires, des voyous, des délinquants, des gens qu'on a attrapés en flagrant délit? Parce que ce n'est pas une affaire qu'on a inventée, c'est en flagrant délit. Quand vous êtes dans le périmètre de sécurité du chef de l'État, à 5 minutes, 15 minutes de son atterrissage, vous êtes quoi? Vous êtes des mercenaires. Vous ne devez pas être là. Et quand vous interpellez, vous dites que non, vous n'obtempérez pas. Mais non, vous devez obtempérer. Et avec des badges faux, avec un véhicule identique à celui du chef de l'État, avec des fumigènes. C'est-à-dire, ils étaient capables d'allumer ça, et ça crée un brouillard. Et vous, eux, ils avaient des anti-brouillards là, pour voir la position de la voiture du chef de l'État et faire ce qu'ils voulaient. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, Paris peut mettre la pression. C'est bien. Mais nous avons autre chose à faire. La Centrafrique doit les condamner et a des lourdes peines. Et je pense que je vais être extrémiste. On ne devait plus parler de ces gens. Parce que si c'était Paris qui avait cette affaire, vous vous rappelez, il y a eu des attentats à Paris, non? Je crois qu'il y a eu des attentats au Bataclan. Vous savez ce qu'on a fait à ces gars? On les a assassinés. On les a attrapés. On pouvait les interroger. On pouvait faire... Mais on les a assassinés. Parce qu'on a... En matière de terrorisme, même les États-Unis se comportent de la même façon. La France se comporte de la même façon en matière de terrorisme. Dès qu'on vous attrape, on vous tue. Donc, je pense que la Centrafrique devait aussi appliquer cette loi martiale.
que, comme on vous a attrapé, avant toute autre discussion, vous êtes déjà 3 mètres sur terre. Point. Le reste là, on continue les discussions, les échanges diplomatiques après. La preuve en est, quand ils ont eu la possibilité de tuer le maréchal Idriss Déby, ils l'ont tué. Quand ils ont eu l'opportunité de tuer Muammar Kadhafi, ils l'ont tué. Donc ils ont bombardé la Libye. Quand ils ont eu la possibilité de bombarder les Ivoiriens, ils ont bombardé. C'est la première fois qu'on voit dans le monde. Mais un pays étranger vient bombarder les gens d'un pays sans consentement, sans gêne. Hein? C'est le comportement français. Donc quand vous regardez ce genre de comportement, ce genre de pression, pour nous, ça ne nous émeut plus. Nous sommes une nouvelle génération. On regarde la France droit dans les yeux, on regarde le petit Macron dans les yeux, on lui dit, petit frère, tu sais, il faut apprendre à te comporter. Tu ne peux pas être un chef d'État et te comporter comme un gamin qui se met à la télé, qui dit du n'importe quoi. Oh, vraiment, vous parlez comme ça parce que la Russie vous a donné un peu d'argent, vous parlez comme ça parce que vous êtes stipendié, mais écoutez, donc les Africains, vous enlevez l'humanité à l'Africain, donc on ne peut plus réfléchir de nous-mêmes, on ne peut plus prendre des décisions de nous-mêmes, on ne peut plus avoir de sentiments par nous-mêmes, il faut qu'on soit poussé. Non, on n'est pas des trottinettes, on n'est pas des brouettes, des gens, des humains brouettes que on nous a stationnés, c'est là où nous restons. Non. On a la capacité de s'autodéterminer. Des capacités de mouvement. Et c'est ces mouvements-là qui sont en place aujourd'hui. Et peu importe les pressions qu'ils vont mettre en Centrafrique aujourd'hui, il n'y aura jamais de résultats probants. Même si tu as des rapports, vous savez, c'est un pasteur, hein, c'est un prêtre même, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas, il est flexible. C'est un mendiant de la paix. Oui, il est flexible. Donc si c'était dans un autre pays, je suis sûr qu'on aurait réagi promptement par rapport à cette situation. Merci à vous, André Christelle Fanga. Eh bien, Samuel Djenedor Youmbi, le timing, on va revenir avec vous un peu sur le timing de ces pressions-là qui laissent quand même perplexe, parce qu'il faut dire que les demandes incessantes que Yam Timba appelle bien sûr de la distraction interviennent au moment où la Centrafrique a fait preuve de ce que j'appelle de la ruse pour essayer de contourner un peu le franc CFA au moment où l'Assemblée nationale centrafricaine a adopté, a légalisé l'utilisation de la crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin du côté de la République centrafricaine. La pression pour la libération de Juan Rémy Quignolo a repris ce timing. Samuel Djenedor Youmbi laisse carrément perplexe. Oui, M. Junior Wafo, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir un peu sur le cas de M. Le Drian au Mali. Pour dire que nous avions vu comment la France a jugé le vice-président, M. Théodorin Obiangema, pour les biens mal acquis. Eh bien, entre guillemets mal acquis. Aujourd'hui, nous sommes face à une réalité que voici M. Le Drian, ministre des Affaires étrangères en France, qui est poursuivi par un procureur bien authentifié, qui mène ses enquêtes, qui a découvert que M. Le Drian et sa famille, soi-disant son fils, sont dans un tripatouillage sur la fortune de l'État malien, sur la fortune, sur, comment je dirais, au-dessus des populations maliennes, des biens publics. Aujourd'hui, nous pouvons voir que ça aussi, c'est un bien mal acquis, vérifiable. Parce que M. Le Drian est venu dans ce tripatouillage que nous connaissons comme le M. Bolloré. Ils l'ont fait partout en Afrique, et que la justice malienne le poursuit. La France ne doit pas se mêler pour pouvoir persuader le Mali d'avancer dans son enquête, parce qu'aujourd'hui, l'indépendance de la justice malienne, d'un pays souverain, il a le droit de poursuivre quiconque a commis des actes dans son État. Ce qui nous renverse directement en Centrafrique. En Centrafrique, nous avons l'histoire de 2 mercenaires, 3 mercenaires aujourd'hui, qui sont là, qui sont arrivés pour commettre des actes suicidaires sur le territoire centrafricain. La France aujourd'hui vient maintenant faire de l'ingérence en Centrafrique, c'est chose inacceptable pour un pays souverain, parce que la justice centrafricaine, elle est indépendante. Et elle doit mener ses enquêtes jusqu'à la condamnation, parce que la justice centrafricaine, jusqu'aujourd'hui, n'a pas dit qu'elle avait des preuves tangibles qu'il voulait tuer le chef de l'État. Donc ça veut dire qu'il y a encore une présomption d'innocence qui est encore là pendant que la justice fait ses enquêtes jusqu'à
formuler, déclarer définitivement que les preuves irréfutables sont là qui voulaient faire atteinte au chef de l'État, M. Le Guillou, et plus les deux autres mercenaires. Donc aujourd'hui, voir la France faire pression, cette pression n'est pas infuédée. Monsieur le président Faustin Archange Touadéra, grand mathématicien, très bon joueur d'échecs, qui a compris qu'il ne veut pas se laisser perturber par ces terroristes, par ces mercenaires sur son terrain, sur son territoire. Il doit plutôt aller sur la direction de la prospérité du peuple centrafricain, de la nation centrafricaine. Il s'est mis sur les enjeux du monde. Les enjeux du monde, c'est aujourd'hui, c'est quoi? C'est la souveraineté économique, la souveraineté politique, la souveraineté industrielle, la souveraineté énergétique, la souveraineté minière. Et là, il a pris le bon bout au bon chemin sur la première souveraineté économique. Il a fait ce que un État de droit, un État qui fonctionne, un État qui ne se laisse pas intimider, un État qui ne se laisse pas persuader, un État qui ne se déroge pas de sa vision où elle veut amener ses objectifs. Et il a amené par bien aujourd'hui par faire ce contour à telle sorte que nous sentons que prochainement le franc CFA est en train de mourir en Centrafrique et qu'aujourd'hui la France veut maintenant l'empêcher d'aller sur d'autres axes pour montrer aux yeux du monde entier qu'actuellement la Centrafrique est en train d'aller tout doucement, promptement vers la sortie de tous ces accords coloniaux qu'elle a eu à faire avec la France, comme le Mali est en train de le faire. Mais la France vient maintenant pour pouvoir créer une cisanie. Il y a des mercenaires là-bas, on doit les libérer tout de suite, immédiatement. Ça, le chien à bois, la caravane passe. La France n'a pas le droit de faire l'ingérence dans un état de droit, dans un pays souverain. Elle doit laisser cette justice indépendante. C'est chose que nous demandons toujours parce que, comme disait encore mon chef Fanga auprès de moi, si ça se passait en France, nous pensons que même si c'était les Africains, il suffit seulement qu'on vous voit avec un couteau, ça veut dire que c'est un arrêt de mort direct. Donc aujourd'hui, la démocratie africaine très avancée, dans le respect des droits de l'homme, dans la dignité des humains, se passe que en Centrafrique, le président, avec toutes ses valeurs, il voudrait bien mener une enquête paisible, respectable, et qui donne à l'image du peuple africain et des peuples centrafricains à l'international et surtout à l'opinion française. Parce qu'aujourd'hui, l'opinion française a une autre image de l'Afrique. Nous, aujourd'hui, ici sur Afrique Média, nous interpellons toujours l'opinion française parce qu'elle a été induite en erreur depuis près de 500 ans, de génération en génération. Et aujourd'hui, nous, cette génération, et ceux-là qui sont aujourd'hui en Europe, qui sont jeunes comme nous voulons tout simplement les attirer leur attention, que nous ne sommes pas leurs ennemis, mais nous voulons tout simplement les faire comprendre que l'humanité est née en Afrique. Donc nous, Africains, aujourd'hui, nous avons une plus-value assez élevée qu'ils sont obligés de venir vers nous, comme nous sommes obligés d'aller vers eux, mais avec des limites de croire qu'ils sont au-dessus du peuple africain en voulant mettre les condescendances vis-à-vis des Africains. Et c'est ce que M. Touadéra est en train de dire aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder à votre condescendance pour pouvoir m'intimider. Je vais que pratiquer mes objectifs. La justice fait son travail et le reste on verra après. Et c'est ce que aujourd'hui, en ce 21e siècle, l'Afrique est en train de gagner. Et gagne aussi quelque part parce qu'en Europe, il y a la Russie qui est en train de démontrer aux yeux de la communauté internationale que l'Europe est un empire de mensonges. Et nous ne pouvons pas vivre dans un empire de mensonges pendant des siècles et qu'aujourd'hui, quand on a besoin d'un monde multipolaire où chacun doit vivre chez soi et respecter les accords, et respecter la souveraineté des pays, et respecter la dynamique qui impulse chaque pays à pouvoir se développer pour sa prospérité, pour son peuple et pour sa nation, que ça, en ce moment-là, que ceux-là qui ont toujours pillé, qui ont
organiser cette déstabilisation du 21e siècle qui est le 21e siècle de l'Afrique. Il faut le dire, aujourd'hui, veulent maintenant venir nous apporter encore des leçons. Il est trop tard et ça ne passera pas. Et nous demandons tout simplement encore à la France de se retirer out de l'ingérence en Afrique parce qu'on n'a jamais vu un pays africain aller s'ingérer dans les problèmes européens, dans les problèmes français. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe en Afrique, la jeunesse a pris conscience, la jeunesse a pris le mérite des enjeux et nous ne pouvons que soutenir tous nos chefs d'État qui sont dans la légalité judiciaire, dans la légalité démocratique, dans la légalité de la souveraineté du peuple, dans la légalité de la dignité, du sens de responsabilité des peuples africains. Nous sommes là pour les soutenir car le monde qui change, l'Afrique change, les Africains changent et nous devons que respecter le bon sens pour pouvoir vivre ensemble. Merci à vous Samuel Djenedor Youmbi. Je vais revenir vers vous Dominique Yamtimba pour reparler un peu du Bitcoin, pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre réellement ce qui se joue du côté de la République centrafricaine. Eh bien, avec la décision prise par l'Assemblée nationale qui a été validée par le chef de l'État Faustin Archange Touadéra de rendre le Bitcoin légal, qu'est-ce que cela représente réellement pour la Centrafrique? D'abord, il faut comprendre deux choses. La première, c'est que ce n'est pas une décision unilatérale imposée au peuple par le président centrafricain. C'est une décision du peuple centrafricain à travers ses élus. Nous pouvons ne pas être d'accord avec cette décision, mais c'est une loi qui a désormais été adoptée en Assemblée par le pouvoir législatif centrafricain et qui a été promulguée par son président. Mais pour quelle raison la Centrafrique en arrive-t-elle là? Il y a deux choses qu'il faudrait que nous ayons clairement en l'esprit. C'est que, quelle est la situation? D'abord, quelle est la situation monétaire de la Centrafrique? Et au-delà de la situation monétaire de la Centrafrique, quels problèmes les dirigeants centrafricains cherchent-ils à résoudre? La situation monétaire de la Centrafrique, c'est celle d'un pays qui n'a pas de monnaie, parce que techniquement, scientifiquement, le franc CFA, ce n'est pas une monnaie. C'est une facilité de paiement. Avec beaucoup de chance, on peut lui accorder le statut de monnaie binaire, mais ce sera par rapport à l'euro. Ce qui veut dire que pour nous, ça veut dire que la Centrafrique n'a pas de monnaie dans tous les cas, puisque de toutes les façons, le franc CFA est une propriété de la France, et le Sénat français a tenu à le rappeler acquis de droit. C'est-à-dire aux Africains qui, à un moment donné, essayaient de s'approprier cette monnaie. On sait que le président Ibn Déby, à l'époque, avait dit c'était une monnaie, avait déclaré à l'époque c'était une monnaie africaine, qu'on pouvait la réformer comme telle. Et les Français ont très rapidement sont revenus dessus pour lui rappeler que c'était une propriété française et qu'ils avaient même des droits de propriété intellectuelle dessus. Donc, dans cette situation, un président qui a été élu et qui a promis d'investir 42 milliards de dollars dans l'économie de son pays pour qu'il amorce son décollage économique, se retrouve coincé. Parce que les mécanismes du franc CFA sont tels que la Centrafrique ne peut pas disposer de tous les revenus d'exportation qu'elle peut générer. Alors, rappelons à nos téléspectateurs que d'après les accords de 2010, le compte des opérations qui se trouvent au Trésor français, c'est pour ça que vous comprenez bien que c'est une simple facilité de trésor, une facilité de paiement. Ce n'est pas une monnaie se gère dans la banque centrale, pas au Trésor. Et que donc, le Trésor français retient 50% de tous nos revenus d'exportation. Et quand on y ajoute les couvertures de risque, les différentes couvertures de risque, etc. et un certain nombre d'éléments que je n'ai pas forcément envie d'étaler ici, ce serait long, ça atteint parfois entre 65 et 75% de ces revenus-là. Donc nous disposons finalement entre 15 et 35% de ces devises, de nos devises, pour pouvoir investir dans notre économie. C'est quand même une situation extraordinaire, incroyable. Je veux dire, dans beaucoup de pays, les gens auraient du mal à le croire. Que des pays existent dans le monde qui ne peuvent disposer que de 15 à 35% de leurs réserves en devises et que quand ils ont besoin
d'investir et qu'ils sont à la recherche de prêts, ils empruntent leur propre devise et payent des intérêts dessus à un pays qui les utilise déjà dans le cadre de son budget de fonctionnement normal. C'est une chose assez incroyable. Donc, le président centrafricain décide de régler, c'est ce problème qu'il règle. Il faut qu'il dispose de toute la trésorerie, de toute sa trésorerie publique, en tout cas de toutes ses devises, pour pouvoir investir. La Centrafrique exporte énormément de choses, mais ça reste, on dira toujours, c'est un pays très pauvre. Je rappelle que lorsque vous avez un pays qui ne dispose que de si peu de ses devises, il ne peut pas investir, il ne peut pas se développer. Effectivement. Et les mécanismes du franc CFA sont tels que l'accès au crédit est très limité pour les acteurs intérieurs, dont les locaux, ce qui fait que les hommes d'affaires sont limités à des activités très faibles. Et la masse du peuple n'accède pas au crédit. La masse monétaire en circulation dans un pays comme la Centrafrique n'atteint même pas 10% de son PIB. La conséquence, c'est que vous avez très peu, disons-le trivialement, donc simplement très peu d'argent disponible et malheureusement les seuls qui peuvent accéder au crédit en Centrafrique, c'est souvent les multinationales et c'est quelques gros commerçants qui ne font que de l'import-export. Vous pouvez très difficilement avoir du crédit pour transformer quoi que ce soit. Le président décide donc, parce qu'il cherche des solutions, il faut qu'il trouve les 42 milliards. Il a promis aux Centrafricains d'investir 42 milliards de dollars pour pouvoir amorcer le développement de son pays. Alors il aurait pu décider de donner un cours légal à une autre monnaie, le yuan chinois, le rouble russe et même le dollar américain ou peut-être le rand sud-africain ou le naira nigérian. Mais tout cela créerait des problèmes diplomatiques extrêmement complexes qui feraient que en fait la Centrafrique prendrait encore une fois, serait distraite et ne serait pas concentrée sur ce qui est essentiel. Il va donc régler un premier problème qui est celui de la tutelle française en matière monétaire. Il évacue la tutelle française en matière monétaire, puisque le Trésor français n'est pas habilité à recevoir des bitcoins. Et là, ce choix fait pour le bitcoin sera tel qu'ils peuvent donc demander à leurs clients extérieurs, étrangers, de les payer en bitcoin. Et quand ils les payent en bitcoin, le Trésor français n'est pas outillé. Et dans leurs accords, il n'est pas préparé, il n'est pas dit que le Trésor français peut recevoir des bitcoins. Et par conséquent, il dispose donc de la totalité de ces devises. Il peut donc maintenant les utiliser en faisant des achats à travers le monde dans le cadre des besoins d'investissement de la Centrafrique à un coût réduit d'ailleurs, puisque les charges autour du bitcoin sont beaucoup plus faibles. Et comment est-ce que vous me demanderez, oui, mais après, comment on fait à l'intérieur? Mais à l'intérieur, c'est l'État centrafricain qui irrigue le tissu économique avec des bitcoins à travers la commande publique, puisque l'État va payer les entreprises, les fournisseurs et les prestataires en bitcoin. Ce qui leur permet, dans le cas où, par exemple, vous êtes menuisier, une entreprise de menuiserie, l'État centrafricain va lui commander des meubles pour les bureaux, donc pour les services publics, et va payer cette entreprise en bitcoin, ce qui fait que cette entreprise, pour commander des machines de menuiserie en Chine, en Russie, en Allemagne, un peu partout dans le monde, pourra les payer en bitcoin. Voilà comment ça se passe. Ça ne veut pas dire que le centrafricain lambda qui va acheter du pain ou va acheter du piment aura besoin de bitcoin. Non, c'est pas ça. Ils vont continuer à utiliser le franc CFA normalement. Maintenant, il est possible de demander que si la BEAC ne s'était pas précipitée à faire ce qu'elle fait là, on aurait pu convertir le bitcoin en franc CFA et vice versa. Du coup, disposant de bitcoin, vous pouvez même verser les salaires en bitcoin et les agents, les salariés pourraient les convertir dans n'importe quelle banque en franc CFA. Mais comme la BEAC vient d'interdire tout cela, il peut être possible que la Centrafrique développe elle-même sa propre plateforme de crypto-monnaie. Comme le Nigeria? Non, attention, le Nigeria, c'est pas ça. Le Nigeria, avec le e-Naira, c'est plutôt ils ont simplement rendu virtuel leur propre monnaie. C'est une opération différente. Mais ils peuvent développer leur propre plateforme de bitcoin qui peut donc servir aux échanges et progressivement créer même leur propre crypto-monnaie qui peut donc être utilisée à l'intérieur de la Centrafrique pour aller payer le piment et le pain et du haricot et des légumes, c'est-à-dire dans la vie quotidienne. Et d'ailleurs, la Centrafrique a déjà
a déjà signé un contrat avec une entreprise qui va l'accompagner dans ce sens-là. Bon, parce qu'elle réagit en fait à ce qui se passe un peu partout. La BEAC, la réaction de la BEAC a été de dire que c'est strictement interdit. Mais il faut comprendre ce qui est l'enjeu derrière. C'est que les devises de la Centrafrique désormais échappent à la France. Et n'oubliez pas que le franc CFA représente entre 15 et 20% du budget de la France chaque année. Lequel budget de la France se situe autour... en tout cas, ils intègrent une partie, se situe entre 500 et 600 milliards d'euros. Donc, vous avez à peu près 15-20% qui viennent du franc CFA. Imaginez que chaque année, si vous avez 600 milliards d'euros et que 90 milliards viennent du franc CFA. Imaginez que 90 milliards étaient disponibles pour les 14 pays pour leur investissement. Ces pays sortiraient de la misère en 5 ans. Totalement. 90 milliards d'euros. Donc, en fait, vous êtes dans des enjeux historiques extrêmement forts. Et il se trouve que lorsque la Centrafrique le fait, tout de suite, cela secoue tout le dispositif du franc CFA de l'Afrique centrale et crée donc, en fait, un afflux d'air. Je vous aurais donné les pourcentages, mais ça va être long pour nos téléspectateurs. Mais il y a une bonne partie qui va échapper à la BEAC. Mais attention, il y a un effet domino. C'est que là, il y a les devises de la Centrafrique que la BEAC ne pourra plus gérer. Mais ça veut dire en même temps que les transactions des entreprises vont échapper à la BEAC. Les entreprises qui seront alimentées en bitcoin par l'État centrafricain. Ça va échapper à la BEAC. Et si tout ça échappe à la BEAC, c'est une grosse partie des flux financiers à l'intérieur qui va leur échapper. Mais en même temps, ça va faire des émules. Pourquoi une entreprise camerounaise, par exemple dans le cas du transport, va dire, mais pourquoi est-ce que je me fais payer en francs CFA? Si je me fais payer en bitcoin, je peux peut-être acheter mes camions beaucoup moins cher. Donc, pourquoi est-ce que je vais me faire payer en bitcoin? Et puis, la Guinée équatoriale va dire, mais pourquoi est-ce que je m'emmerde avec le franc CFA? Je préfère donc vendre mon pétrole moi aussi en bitcoin ou en rouble ou en autre chose. Et du coup, l'effet domino risque d'être tel que tous les pays, en moins d'un an, peut-être d'ici la fin de l'année, voyant l'intérêt de cette nouvelle monnaie-là, va se lancer sans avoir besoin de dire nous quittons le franc CFA, sans avoir besoin d'en parler. Vous voyez que la Centrafrique n'en parle pas du tout. Et imaginez que le Mali lui enjambe pas. Là, vous aurez un gros problème parce que dans les deux zones monétaires du franc CFA, vous risquez d'avoir deux pays qui disent non. Et je rappelle que quand vous prenez par exemple un pays comme le Mali, l'année dernière, c'était 64 tonnes d'or. 64 tonnes d'or au coût actuel de 59 000 euros le kilo. Ça fait autour de 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros, c'est près de 3 280 milliards de francs CFA. Or, le budget du Mali cette année-ci, 2022, n'est que de 2 435 milliards de francs CFA. Ça veut dire l'or seulement représente 1,5 fois le budget du Mali actuel de cette année. Ajoutez les autres produits, ajoutez le fait que le Mali va exploiter l'hydrogène liquide bientôt, qu'il y a le coton, qu'il y a la cassiterite, qu'il y a tout cela. Mais dans le cas de la Centrafrique précisément, c'est que la Centrafrique va commencer bientôt à exploiter son pétrole et son gaz. Et qu'elle vient d'interdire l'exportation du bois. L'or et le diamant, ils sont en train de réorganiser et de mettre ça en place. Cela veut dire que si la Centrafrique lance l'exploitation du gaz et du pétrole, en fait, la Centrafrique va alimenter le trésor français, c'est-à-dire l'État français. Donc, pour éviter que la Centrafrique produise, mais alimente plutôt la France, alors ça sera payé en bitcoin. Et du coup, c'est la Centrafrique qui aura tout son argent. Imaginez si la Guinée équatoriale avait eu tout le produit de l'exploitation de son pétrole dans une monnaie dont elle contrôlait totalement les revenus d'exportation. Imaginez que le Cameroun puisse contrôler totalement ses revenus d'exploitation depuis notre indépendance. Où en serions-nous? Mais là, je viens de vous dire que les données prenez même autour de 2018-2019, ça représentait dans les 15-20% du budget de la France. Imaginez que c'était investi ici, dans nos pays, et non pas plutôt exploité par les Français. Et là, il s'agit de ce qui est incorporé dans le budget. On ne parle pas des autres revenus que cela génère, que les Allemands estiment, et c'est les Allemands qui contrôlent la Banque Centrale Européenne, que les Allemands estiment à 500 milliards de francs CFA par an. Donc, c'est à peu près un sixième du PIB de la France. Voilà les enjeux
autour de cette affaire du Bitcoin en Centrafrique. Et c'est très sérieux parce que ça donne le sentiment, clairement, tout à l'heure, je vous disais, on fait du harcèlement psychologique et de la guerre psychologique et du harcèlement tout le temps. Parce que c'est ça qui empêche les gens de se concentrer sur ce type de solution originale pour vous distraire et qui vous empêche de répondre aux sollicitations que vivre impose à vos concitoyens. Merci à vous, Dominique Yamtimba. Je vais me tourner à présent vers vous une fois de plus, Tafe Bikoro. Le professeur Faustin Akange Touadéra semble véritablement avoir parfaitement compris la ruse dont parlait le grand philosophe camerounais Marcien Toa. Eh bien, il ne cesse de trouver des stratagèmes pour essayer de sortir son peuple de la situation difficile dans laquelle il se trouve. Cela nous amène automatiquement à nous poser la question de l'après-Touadéra. Tafe Bikoro, on le rappelle, la constitution centrafricaine dit que le président est élu une fois pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Faustin Akange Touadéra est à son 2e mandat. Comment va se passer l'après-Touadéra d'après vous? Est-ce que le professeur Faustin Akange Touadéra doit sortir des canons de la démocratie imposés par la France, peut-être refaire la constitution centrafricaine pour pouvoir continuer à diriger ce pays? Je voudrais que vous disiez à vos téléspectateurs que le pays qu'on appelle République centrafricaine avait cessé d'exister lorsqu'on a trucidé l'avion de François Tombalbaye. Il était dans un groupe de travail avec Gilles Chrysolympio, dans le sens justement de se poser les bonnes questions. Depuis que François Tombalbaye est parti, les gens qui se sont succédés à la tête de ce zéro État, je vais vous expliquer tout à l'heure, sont des anciens cuisiniers, des anciens marmitons de l'armée française, des anciens gardes du corps de ces cuisiniers. La Centrafrique, j'ai fait 9 fois aller-retour, Betaroya, Bangui, passant par Boussangoué, Boussangoué et tout cela. La première fois quand vous faites ce parcours, où vous avez l'impression que vous êtes dans un état, c'est quand vous êtes à PK13. Donc 2300 km après. Et tous ces présidents et toutes ces élections se passaient jusqu'à Diotodia dans l'ensemble de la ville de Bangui. La première fois où une élection a eu lieu dans 1,5 tiers de la Centrafrique, c'est la 2e élection de M. Touadéra. Donc quand vous dites aux gens qu'il avait droit à 2 mandats de quel pays? Puisque c'est au départ des Français que Touadéra, comme le fait le Mali aujourd'hui, récupère 73% du territoire. Et on avait expliqué, comme on explique à tous les Africains, qu'on est heureux lorsqu'on change les chefs d'État. On vous aide à le faire. Mon très brillant petit frère vient de faire la démonstration. Il faut que cette émission soit bien montrée en Centrafrique. Les Centrafricains étaient comme les Maliens. Pire, dans toute la sous-région, jusqu'au moment où je vous parle, parce que beaucoup ne suivent pas Afrique Média, parce qu'on leur avait dit ça ne vaut plus la peine. On parachutait les papiers hygiéniques qu'on appelle francs CFA en plein Bangui, et ça finissait entre 3 ou 4 personnes dans la ville de Bangui. On disait qu'on parle de Centrafrique. J'ai fréquenté Diotodia. J'ai fréquenté Ange Félix Patassé. J'ai fréquenté Bozizé. Actuellement, j'ai connu le président centrafricain actuel quand il était recteur de l'université de Bangui. Parce qu'il y avait un petit truc que les Français mettaient dans des pays qui n'existaient pas. La facilité hypersonique d'aller en France quand ils veulent, comme ils veulent, et entrer dans les universités françaises. Le Cameroun, qui est une exception dans cet environnement scientifique, transporter les moins de 10 ans du Cameroun pour aller prendre le bac centrafricain. Et je les accompagnais. C'est pour ça que je connais bien la Centrafrique. La première fois où ils ont failli goûter à un presque état,
c'est lorsque l'armée tchadienne a décidé de sécuriser Bangui. Je dis bien Bangui. Il n'y a jamais eu d'État en dehors de Bangui. Entre-temps, la RDC puisait un peu, le Congo puisait un peu. Le type qui souffrait là, c'était le Cameroun. Parce que tous venaient, parce que c'est les mêmes tribus, les Baya, les machins, tout. La Centrafrique, vous prenez la RDC. Dans son côté sud, c'est la République sud-africaine qui se bat là-bas comme un peu. Son côté nord-est, c'est le Rwanda qui transporte, parce que le Rwanda se bat même pas, il transporte. C'est pour cela que le Burundi, on était obligé d'abattre le président burundais. Parce que la façon la plus rapide de transporter ce qu'on vole en RDC, c'est de passer par le Burundi. Quand on passe par le Rwanda, ça coûte 2 fois son prix. La Centrafrique, c'est ce pays à qui on a expliqué que la RDC peut être un désastre minier et pétrolier. Le Congo tout à côté, désastre minier et pétrolier. Le Tchad, désastre minier et pétrolier. Le Cameroun, désastre minier et pétrolier. Mais il paraît que Dieu avait dormi quand il est arrivé en Centrafrique. Un 8e du continent. Jusqu'à l'arrivée des Russes. Le Centrafricain était convaincu qu'il n'y avait rien et que Dieu l'avait abandonné. Voilà la Centrafrique, c'est cette Centrafrique dont on parle. Lorsque tu avais des velléités d'ouvrir les yeux, les coups d'État se faisaient entre 2 grandes tribus. Il y a je crois, il y a comme une histoire comme ça là. Donc, le système qu'on fait là-bas, on dit, bon, tel te dérange, c'est tel qui va prendre, tel te dérange, c'est tel qui va prendre. C'est comme ça que quand ils ont fini de faire le tour, ils sont venus faire ce qu'ils font chez vous, qui tentent chez vous au Cameroun. C'est-à-dire que quand ils ont fini avec les tribus, ils ont fini avec la logique des grands noms et des religions, ils font maintenant la logique de ceux qui n'ont pas abandonné depuis. C'est-à-dire que les langues étrangères deviennent vos propres langues. Ils ont donc voulu créer une affaire de nord-sud, c'est-à-dire musulmans contre chrétiens. Et ils ont toujours l'habitude d'aller chercher les noms centrafricains. Parce que vous voyez, quand Dieu était à Bangui, il demandait où se trouvait P413. Il était perdu. Je les rencontre pour la première fois à Malabo, dans l'intermédiation que nous avons décidé de faire. Il ne connaissait pas le nom de Paul Biya, président du Cameroun. La seule chose qu'il a su faire, c'est de s'aimer la désolation et la mort pour amener la distraction dont fait allusion mon petit frère le docteur. On aime nous distraire. Quand les Nations Unies arrivent, la première chose qu'on a faite, c'est de faire disparaître les FACA, les forces armées centrafricaines. S'il n'y avait pas eu le Cameroun et les MIR, il faut toujours le dire. Et le Cameroun l'a fait parce que c'est le centre de coordination de tout ce qui est paradis dans la sous-région. Parce que vous êtes un peuple bizarre, compliqué. Quand on finit avec le Bamileke rejoint rapidement le Béti, dit j'ai seulement voulu prendre un peu d'argent. Mais ailleurs c'est facile, 2 ou 3 tribus. C'est de cette Centrafrique, sans armée ni rien, à qui on demandait que les chefs d'État soient élus à Bangui et une illusion de commander un pays abandonné par les autres nations. Entre-temps, c'est le dollar congolais. Bon, ils aiment dollar zaïrois. Moi, je connais dollar zaïrois, mais il paraît qu'ils appellent ça maintenant dollar congolais. C'est le dollar congolais qu'on utilisait à Boussantele et à Boussangwa. Où était la Béac? Où était la Béac? Alors qu'un type qui a faim, qui a soif, a l'or à main comme ça, on lui dit ça ne sert à rien, on met sur une balance, on prend une brouette de dollars, c'est dollars zaïrois, non? On lui donne. Où était la Béac? Pourquoi la BIAC vient maintenant intervenir lorsque les gens ont déjà la presque totalité de leur souveraineté? Entre-temps, il y a le blocage psychosomatique. Il n'est même plus un blocage économique, le franc CFA. Le docteur vient de vous expliquer. Dans le système actuel, les armes, quand vous voulez les payer, vous allez chercher les devises en France. Cette France qui prend déjà votre argent aux Nations Unies pour sécuriser l'aéroport. Et l'aéroport est exactement à 1 km 315 mètres du Congo où on transporte l'or pour amener en Europe.
La vérité est dure, la vérité est rude, la vérité est dure, mais la vérité libère. Nous sommes en pleine guerre de l'Ukraine contre l'Union européenne. Non, Union européenne et Ukraine contre la Russie. Et l'histoire retient que la totalité du territoire centrafricain, donc la totalité de la virginité du sous-sol et du sol, est sécurisée par la Russie. Et c'est les Européens eux-mêmes qui ont dit qu'ils ne commercent plus avec la Russie. La Russie est donc là, l'or est là, le diamant est là, le pétrole est là. Parce que je ne sais pas comment la tectonique du sol peut faire en sorte que toi qui es mon voisin, toi tu as le pétrole, tu as le diamant, il plaît chaque jour. Même pas une virgule de mon côté. C'est comme l'histoire de la Bible où on dit que les Noirs ils sont Satan, les Blancs sont Jésus Christ. La situation actuelle, c'est celle que l'on a eue lorsque la Guinée équatoriale, à qui on a raconté la même histoire, qu'ils ne peuvent que avoir la tequila qui sort d'Espagne, faire le cacao à Santa Isabella, voilà les noms qu'il y avait à cette époque, jusqu'à ce que les Américains viennent y mettre une base et disent mais chaque fois que nous voulons manger le McDonald's, ça sent le pétrole, ça sent le truc. Et c'est comme ça que subitement la Guinée équatoriale devient le pays le plus riche de la zone Afrique centrale en termes d'exploration et d'extraction du sous-sol. Vous avez vu le comportement des Équato-Guinéens. Ils ne se prenaient plus pour les moins d'hier. Effectivement. Hein? On aurait pu poser la question à l'envers. D'où vient-il que le Bikpele soit subitement introduit dans le franc CFA? Pourquoi on ne l'introduisait pas avant? Quand la manne va tomber en Centrafrique, le Cameroun va récupérer ses 22 ans de sécurisation de la Centrafrique. Nous allons y veiller. Traverse ça donne le pétrole là-bas 10 ans 105 francs. Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas, comme je disais du Mali, ce n'est pas une affaire du Centrafrique. La moitié du peuple centrafricain se sent à l'aise au Cameroun, moi je vous parle. Vous croyez que rentrer, aller manger leur manne, ils vont oublier les baillards du Cameroun? La Centrafrique nous parle en Afrique centrale. Comme le Mali parle en Afrique de l'Ouest. Et le docteur a bien expliqué que chacun a sa méthode. Vous imaginez que la Russie forme l'armée centrafricaine. La Russie sécurise le territoire. La Russie vient d'avoir... L'Europe dit on ne prend plus 40% de vos choses. Donc le pain sera moins cher. Je prends ce mot au quartier pour que les gens me comprennent. De vous qui êtes à Bangui, le blé que les Blancs ont refusé là, ça va pleuvoir chez vous comme ça. Quand on va donc extraire l'or, on extrait le diamant, on extrait le pétrole. Mais il faut être con pour croire qu'on va porter ça, aller déposer dans la chambre de la France qui refusait depuis 60 ans que vous découvriez cela. Et qui allait plus loin, vous a laissé vous entretuer et mourir. Je vous conjure, je vous jure ici, que lorsque les Centrafricains vont manger le pain 3 fois par jour, parce que depuis 60 ans, ils le mangent 1 fois par semaine. Lorsque le Centrafricain, moi j'étais au temps de Doté qui était Premier ministre, les ministres venaient se faire payer 60 000 francs chaque vendredi dans son bureau. Lorsque le Centrafricain va s'asseoir comme ça, il voit comment son pays devient comme la Guinée équatoriale, les routes goudronnées, les bassins, les ceci, et il va voir comment les peuples de la sous-région vont accourir chez eux, comme nous avons accouru en Guinée équatoriale. Les histoires de Béyak là, c'est terminé. C'est terminé. Ils ont le choix. Comme ils l'ont fait avec la Guinée équatoriale, avec les Bikpele, d'accepter. Et je crois, j'ai un peu regardé dans le dictionnaire Google, je ne lis pas trop Google parce que c'est nous qui mettons les choses à Google. J'ai cru comprendre que ni Bitcoin, ni franc CFA, ne se ressemblent nulle part. Non. Dans les clauses du franc CFA, ils n'avaient pas projeté que tu peux thésauriser ton argent
réglez ça entre vous dans les tontines. Puisqu'il s'agit de quoi? On dit aux Centrafricains de rester à la banque. Or, les Africains vivent de tontines. Et quelqu'un vient dire qu'il était interdit de faire des tontines. Quand il va faim, retrouve la nourriture. Il fait ce qu'Obiangé m'avait dit à la Banque mondiale, le FMI, qui est venu lui dire, il faut sauvegarder pour les générations futures. Aïdjo avait sauvegardé combien pour les générations futures, mon petit frère? Plus de 1000 milliards. C'est perdu là, on ne sait pas là où ça se trouve. Ouais, et Obiangé, ma patriarche, a dit, les générations d'avant-hier n'ont pas mangé. Les générations d'aujourd'hui ne mangent pas encore. Et vous demandez que je garde pour les générations futures. Je préfère investir en route, en hôpitaux, en dispensaires, en écoles. Voilà les générations futures dont nous avons besoin. Le lendemain, il y a eu ce qu'on appelle les biens mal acquis. Une autre distraction. La Centrafrique a retrouvé son armée. Les forces armées centrafricaines. La Centrafrique a recouvré la sérénité. Elle a un partenaire européen qui croit en lui. Nous avons la Russie qui a sa monnaie. C'est eux-mêmes qui ont chassé la Russie du SWIFT. Supposons même que la BR n'ait aucun problème. Vous refusez le type qui est venu investir dans la sécurisation de votre territoire. Vous allez le payer en quelle monnaie? La Russie est même un pompier. Hein? Puisque la Russie aurait pu dire rouble. Mais on dit bitcoin. Ça dit quelque chose qui arrange tout le monde. Et il paraît même que bitcoin là ne dérange pas. Non. Pas du tout. L'IRL ne fait pas bitcoin. Un moment. Le bitcoin, il paraît que ça ne dérange pas. C'est un truc que tout le monde peut utiliser. Vous allez dans les trucs internationaux, ça vous donne. Ça passe partout. Donc ça ne crée aucun problème. Encore une fois, on veut susciter la peur. D'où l'affaire d'amener le type qui allait assassiner le président Touadéra. Parce qu'on veut l'amener à se poser le type de questions dont tu viens de te poser tout à l'heure. Comment il va faire pour le troisième mandat? Quelqu'un n'a jamais eu un premier mandat. Vous voulez parler du troisième mandat? Les mandats dont on a besoin ici, c'est de manger 3 fois par jour. Et je vous dis ça, c'est le vrai mandat. Lorsque les Centrafricains vont voir qu'ils mangent 3 fois par jour, ils vont demander, comme les Russes ont demandé à Poutine. Il paraît que c'est 35 ans là-bas, non? Si je peux me tromper. Non, de toute façon, c'est ouvert. Mandat. Ouvert. Ils ont dit à Poutine, ça va vraiment, tu pars où? Comme on a dit à Al-Sisi, je crois. Al-Sisi, mais comment? À Xi Jinping également. Hein? Ahmed Baradei, le bandit qui avait dit qu'il avait vu la bombe atomique dans un pot de yaourt. On voulait lui donner en cadeau l'Égypte. L'Égypte! L'Égypte! Mon Dieu! On a dit Ahmed Baradei devient président de l'Égypte. Heureusement, les Égyptiens ne se sont pas posés le type de questions que tu t'es posé tout à l'heure. Ils ont réglé le problème très rapidement. En Égypte, on n'a qu'une seule chose en tête, la grandeur de l'Égypte. Tant que Al-Sisi court, marche, les Égyptiens ne veulent plus vivre la transition des frères quoi? Frères musulmans. Frères musulmans. Voilà des peuples qui savent tirer les leçons et vous voulez empêcher la Centrafrique de tirer les leçons. Je dis donc aux Centrafricains, si vous refusez de tirer les leçons, vous nous devez. Vous nous devez. On vous a nourri, on vous a sécurisé, on a tout fait pendant 60 ans. Et vous vous permettez de retomber dans la même erreur. Nous n'allons pas l'accepter. Donc n'ayez pas peur. Il n'y a aucun souci. On va sortir par là, François Bikoro. Non, on n'a même plus besoin de sortir. C'est terminé, ça va. Merci à vous, François Bikoro. Nous sommes arrivés au terme de cette édition du Mérite panafricain. On va quand même permettre à nos deux invités, Samuel Djenedor Yumbi et André Christelle Fanga, de dire un mot en 1 minute. C'est vrai qu'on n'a pas... Le temps de parole a relativement été équilibré. On va vous permettre de sortir en 1 minute, André Christelle Fanga. Oui, je crois que tout a été dit. Je voudrais juste rappeler aux Africains, la démocratie n'est pas notre affaire. Si vous voulez vivre heureux, chassez ce démon-là rapidement. Tout à fait. La Constitution n'est pas un élément qui doit nous empêcher de nous développer. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait dit, si la démocratie était une bonne chose, on ne l'aurait pas proposé aux Africains. Tout à fait.
Si les constitutions qui sont écrites à partir des géostratèges, vous appelez des grands juristes constitutionnalistes européens. À coup de milliards. Plutôt moyen. Plutôt moyen. Très moyen même. Plutôt moyen. Qui vient nous inscrire les révisions constitutionnelles. Vous savez que dans une des vidéos du maréchal Idriss Déby, il avait dit, mais c'est vous. C'est vous qui demandez. Vous avez dit non, modifier la constitution. Parce qu'ils avaient peur que qui va gérer le Tchad, c'est un demi-continent. Oui, mais la preuve, on a pris un débit. Monsieur le Président Touadéra, vous n'avez pas encore eu de mandat. Maintenant, nous les Maintenant Africains, que le mandat commence. nous les Africains, nous les Centrafricains, nous allons vous donner, parce que quand je dis que je suis Centrafricain, je suis frontalier à la Centrafrique. Donc j'ai des familles là-bas en Centrafrique. Donc en réalité, les barrières frontalières que l'Occident nous a amenées a fait que il y a les Bayas de l'autre côté, il y a les Bayas au Cameroun. Donc finalement, les mêmes peuples, on se retrouve un peu de partout. Même chose comme mon frère du Sud, où il y a les boules au Cameroun, les Ntoum en Guinée équatoriale, les femmes. En fait, le grand Fambeti se retrouve dans 3 pays différents, alors que mon frère est de l'autre côté, moi je suis ici. Mais on l'appelle Guinéen, on appelle l'autre Camerounais. On appelle l'autre Gabonais, on appelle l'autre Camerounais. Donc, voilà les choses qu'on doit combattre. Donc, Monsieur le Président, je sais que vous êtes un mendiant de la paix. Vous n'aimez pas les affaires de force ou bien de tout et tout. Première des choses, avant que l'année ne finisse, propose une modification de la Constitution. Que des gens réfléchissent comment on doit te donner vraiment ton mandat maintenant, parce que c'est maintenant que tu commences à gouverner. C'est là où tu viens de nous donner le secret dans la bouche, qu'on peut... La Centrafrique est un pays où il y a des hommes qui réfléchissent, où il y a des hommes qui sont capables d'apporter des révolutions. Donc, on accepte, on va te soutenir. Donc, modifie-nous la Constitution là très rapidement même. Merci à vous, André Christelle Fanga. Eh bien, Samuel Dionedor Yombi, on va définitivement sortir de cette édition avec vous en 1 minute également. Oui, merci encore à tous mes co-panélistes. Nous avons passé une soirée très agréable et que je voulais tout simplement dire que la démocratie universelle qu'on a voulu nous imposer, ce n'est pas celle-là qui est la fiable. Elle s'adapte selon les peuples, elle se traduit selon les parlements, selon les comportements des peuples. Donc aujourd'hui, la Centrafrique a tous les pouvoirs de voir l'horizon grâce à leur chef d'État qui, contre vents et marées, a une vision et dans l'idéologie de sa politique pour les Centrafricains, de pouvoir ensemble travailler et traduire l'espérance de tous les Centrafricains à l'apogée de leur démocratie. Le Mali aujourd'hui n'est que l'apothéose de toute la dynamique que toute la jeunesse centrafricaine, panafricaine, pardon, est en train de veiller à cela pour que le 21e siècle, qui est ce 21e siècle pour l'Afrique, qui soit vraiment pour l'Afrique, parce que nous sommes déterminés et grâce à ce que nous voyons aujourd'hui dans la crise de l'Ukraine, nous voyons que l'Afrique, que les Européens se sont tirés une balle dans la cuisse et que cette balle-là fait le plaisir des Africains de voir la vérité entre les Européens pour dire enfin, nous avions été trompés pendant des siècles et des siècles, mais aujourd'hui, ils sont corps à corps avec un pays puissant, un pays qui a la capacité militaire, la capacité de nuisance, qu'en face d'eux, comme on dit bien, quand les éléphants se battent, il n'y a que des arbres qui pleurent. Donc nous, aujourd'hui, nous bénéficions de ce qui se passe en Ukraine pour pouvoir nous construire et nous consolider dans notre détermination à demander à tous les instruments, internationaux qui sont aujourd'hui en Afrique, comme les bases françaises, qui nous empêchent de nous développer, qui nous empêchent d'avancer dans notre prospérité. Et nous voulons tout simplement que la devise de l'Afrique aujourd'hui, c'est une Afrique avec les Africains, une Afrique avec le monde ensemble. Merci à vous, Samuel Dionedor Yombi. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition du mérite panafricain des chefs d'État. Merci, chers messieurs, de nous avoir accompagnés. Je ne saurais sortir sans, évidemment, passer le bonsoir à mon grand-père, M. Takoukam Jean-Paul, qui était scotché, qui a d'ailleurs envoyé les salutations à Tafe Bikoro. Merci de nous suivre.